Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce principal rendez-vous d'actualité. Voici les titres. Installation de la Commission nationale de réforme foncière. Les citoyens et les élus seront au cœur de la réflexion. Le Premier ministre appelle la Commission à contribuer au développement économique et social du pays. La journée de la météorologie célébrée ce 27 mars au Sénégal. Prétexte pour vous parler du métier d'observateur météorologique en surface. C'est un poste clé dans le dispositif météo. Et puis le théâtre célèbre également sa journée mondiale avec ce constat amer. Le théâtre populaire et académique se meurt. À l'École nationale des arts, les candidats se font rares. L'école souffre de la concurrence des productions locales qui ont le vent en poupe. Le Sénégal procédera bientôt à la réforme totale du système foncier. C'est le vœu du chef de l'État qui avait créé la Commission nationale de réforme foncière le 6 janvier dernier. Le Premier ministre a procédé ce mardi à l'installation, ce mercredi on va dire, à l'installation de la commission. Les acteurs et spécialistes du foncier ont pris part à la rencontre d'importantes propositions des membres de la Commission nationale pour aider l'État à répondre aux besoins d'équilibre de développement fait dans le pays. Éric Niman. Depuis sa création, le 6 décembre dernier, la Commission nationale de réforme du foncier a travaillé dans la discrétion. Un silence volontaire qui est aujourd'hui rompu pour dévoiler d'une part sa composition et d'autre part pour définir le champ de ses compétences. Nous sommes 75 membres, des inspecteurs principaux des impôts et domaines, de l'ingénieur agronome, de l'avocat expérimenté, du magistrat aux femmes, entrepreneurs et juristes, en passant représentants du patronat. La commission a pour vocation d'ouvrir pour notre nation les perspectives de système législatif et réglementaire répondant à nos besoins d'équilibre, de développement et de paix. Dans leurs différents discours, certains membres de la commission sont revenus sur leurs principales missions. Des missions certes difficiles mais réalisables. Pour commencer, une série de propositions est faite. Sa finalité, trouver des solutions durables aux conflits fonciers résultant de l'occupation du domaine national et des domaines de l'État. La première d'entre toutes ces missions, immédiatement réalisable, consiste à proposer les mesures portant transformation en titre foncier des permis d'habiter, autorisation d'occuper et titres assimilés. Des centaines de milliers de maisons du Sénégal traditionnelles n'ont plus aucun papier. La réforme foncière ainsi entamée est soutenue par l'État. Elle adhère entièrement à la politique du gouvernement dans ce domaine et c'est pour cette raison que l'État ne va ménager aucun effort pour sa réussite totale. Je sais que vous ne manquez pas d'ingéniosité. Elle vous sera indispensable pour imaginer les formules et compromis permettant de concilier les exigences parfois contradictoires qui s'attachent à toute réforme de grande ampleur. À votre tour, sachez, mais ce n'est sans doute qu'un rappel, que le président Macky Sall vous soutient, que le gouvernement vous soutient, que l'administration vous soutient et vous accompagnera. La vie à Dakar, fortement marquée par la promiscuité, provoquée en partie par l'exode est parmi les raisons qui motivent la mise en place de cette réforme. Cependant, de l'avis de certains intervenants, celle-ci doit tenir compte de la tradition dans certaines localités pour sa bonne exécution. Un projet de croissance économique présenté en faveur du monde rural, présenté au Premier ministre. Il est conçu par l'USAID pour la tenue d'un conseil présidentiel sur la sécurité alimentaire avant la fin avril. Le projet vise à accroître les gains des producteurs. Ibrahim Cheikh Bamba Gueye. L'agriculture, secteur de développement susceptible de tirer la croissance économique, est au cœur des préoccupations de l'État. L'accroissement des revenus des producteurs sera bientôt matérialisé par la mise en œuvre d'un projet de croissance économique. Le PCE a été présenté au Premier ministre. Son objectif, outre l'accroissement des gains, est de renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays, et la méthode repose sur une contractualisation entre des industriels qui vont à la production des agriculteurs
et des agriculteurs, des producteurs. Le financement occupe une place importante, le financement de l'activité, mais au lieu d'être exclusivement dirigé vers le producteur, qui peut, à la fin de sa production, ne pas avoir de débouchés, le financement est mis en place sous forme structurée. Le projet de croissance économique intègre toute une chaîne, banques, industriels et producteurs. Et le chef de l'État, soucieux de parvenir à une sécurité alimentaire, a instruit les techniciens de prendre en compte tous les aspects pour que le modèle soit un exemple. Le modèle mis en place se passe de subventions de l'État. Vous connaissez les sommes importantes que nous dépensons à ce niveau. Et la production, donc une fois qu'elle est disponible, est cédée à l'industriel. Le banquier le constate, finance l'industriel, lequel industriel paie le paysan qui peut repartir dans une autre production. Le prix descend et équitable en faveur du producteur et la mise à contribution des industriels pour promouvoir les produits achetés sont entre autres les recommandations exprimées par le président de la République en vue de la préparation du Conseil présidentiel sur la sécurité alimentaire prévu avant la fin du mois d'avril. Les résultats de l'audit physique biométrique sur le terrain sont attendus le 3 avril. L'annonce a été faite par le ministre de la fonction publique. Plus de 120 000 personnes ont été auditées pendant près de 2 mois. La dernière étape de l'audit est prévue au début du mois d'avril. Elle va concerner les contentieux. Le reportage d'Ibrahim Andong. Cet atelier de validation de l'audit physique biométrique constitue l'avant-dernière étape. L'objectif des autorités gouvernementales est clair, maîtriser l'effectif du personnel de l'État, ce qui permettra d'améliorer la gestion des finances publiques. La fonction de l'audit, ce n'est pas uniquement pour sanctionner. C'est d'abord pour corriger toutes les insuffisances et toutes les incohérences. Donc, s'il est établi qu'il y a des salaires qui sont indus, l'État engagera les dispositions pour recouvrer ces salaires et les agents de l'État qui ont été... Les dispositions disciplinaires seront engagées aussi à leur encontre. Déjà en octobre 2013, des données du personnel de la fonction publique ont été validées par les autorités hiérarchiques locales. Cette deuxième rencontre répond à une démarche de prudence. Pour n'omettre aucun agent, car un agent omis sortira automatiquement du fichier de la fonction publique et conséquemment de celui de la solde. Car dans quelques mois, nous ne parlerons plus que d'un seul fichier, le fichier unifié des données du personnel de l'État. Pendant plus de 40 jours, les 14 régions du Sénégal ont reçu la visite des auditeurs. Des dysfonctionnements ont été constatés. D'abord, il y a des situations d'abandon de poste. Vous savez qu'il y a même des personnes qui sont payées et qui ne sont pas sur le territoire national. Donc, qui, connaissant la période de l'audit, sont revenus pour se faire enregistrer. Les participants de cet atelier ont 5 jours pour donner les résultats définitifs de la première phase de l'audit. La deuxième est prévue au début du mois d'avril. Elle concernera les contentieux. Le programme Yoonu Yokkute face aux attentes des citoyens, selon le politologue Massayer Diallo, le président Macky Sall a toutes les cartes en main pour réussir son premier mandat. Massayer Diallo est l'invité du magazine Le Point qui analyse aujourd'hui la stratégie politique qui a conduit Macky Sall au pouvoir. Voici un extrait de cet entretien. Un programme, c'est des intentions qui doivent être mises en place volontairement, mais l'équipe qu'il est en train de constituer, la direction qu'il a déjà prise, les mesures qu'il a commencé à entreprendre montrent que nous sommes dans une tendance effectivement d'opérationnalisation, non seulement de ce qui a promis, mais de prise en compte de ce qui, en dehors des promesses et de son programme, devient une nécessité ou une exigence. Première chose, dans son programme, il n'y avait pas la suppression du Sénat. Il l'a fait pas parce qu'il a peur des autres, mais pour tenir compte d'une dynamique, d'une exigence de la situation. Dans un pays où il y a des inondations partout, il y a une misère sociale, comment qu'on est à entretenir une chambre qui, pour utile éventuellement elle, est trop coûteuse par rapport à ça. Il a tranché, il est revenu à une proposition qui n'était pas la sienne, il a accepté de supprimer
le Sénat. Ça, c'est une chose. C'est un exemple du mandat présidentiel qui tarde aussi à c'est un exemple. Impulsé. La deuxième chose, et dans une réforme, c'est central, passer du septennat au quinquennat. Mais c'est pas encore opérationnel. Non, mais rien ne l'y obligeait, rien. Le politologue Massayer Diallo, invité à Doucement Ngari Faye, vous pourrez suivre l'intégralité de l'émission Le Point à la fin de cette édition. Le ministre de la Santé, Eva Marie Colsec, a effectué une descente ce matin dans les différentes structures de dialyse de Dakar. L'objectif est de constater de visu les décisions prises par l'État, à savoir la gratuité des séances de dialyse et l'installation de matériel plus moderne. C'est pour améliorer la qualité de vie des hémodialysés. Ramatadem. La dialyse permet à plus de 15 000 insuffisants rénaux d'avoir une meilleure qualité de vie. Malheureusement, les séances sont lourdes physiquement et financièrement. C'est dans ce cadre que l'État a décidé de rendre les séances d'hémodialyse gratuites, ce qui est effectif depuis le 1er juillet 2012. C'est ainsi que le ministre de la Santé a effectué ce matin une descente sur le terrain. Elle s'est d'abord rendue à l'hôpital d'Antec, puis à Principal pour constater de visu les conditions des malades, puisque récemment, l'État a investi pour des infrastructures et du matériel de qualité. C'était une situation au niveau de l'Antec qui était très difficile et dans les 6 mois nous avons pu mettre 17 générateurs supplémentaires. Nous avons également revu complètement tout ce qui était approvisionnement en eau et vous avez maintenant des appareils modernes qui sont sur place. Dans le public, de grands efforts ont été faits. L'État souhaite également faciliter l'accès des structures privées aux patients, d'où l'ouverture des négociations avec le secteur privé. L'objectif, c'est qu'à terme, toutes les régions puissent bénéficier d'un centre d'hémodialyse, un vœu qui pourrait se réaliser sous peu, selon le ministre de la Santé. Nous avons aussi un plan de décentralisation qui permettra aux malades qui sont dans les régions d'être pris en charge dans les régions. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Je compte me rendre à Tambacounda puisqu'il y aura aussi un centre sur place. Nous allons avoir à Touba, nous aurons au niveau de la Casamance naturelle, donc au niveau de Ziguinchor. Nous allons progressivement mettre des antennes dans toutes les régions. L'ambition du gouvernement est que chaque patient qui souffre d'insuffisance rénale puisse avoir accès gratuitement au traitement et dans les meilleures conditions, et ce, dans les 14 régions. Le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation a tenu ce matin une rencontre de coordination et de mise en cohérence des actions de l'État dans la gestion des inondations. Il est question d'installer une concertation dans la mise en œuvre de la phase d'urgence du programme de lutte contre les inondations. Louise Pizza. C'est l'acte 1 de la préparation de l'hivernage 2013. À moins de 3 mois de la saison des pluies, les acteurs qui interviennent dans la gestion des inondations réfléchissent pour se préparer efficacement afin d'atténuer les risques et les conséquences éventuelles. L'objectif de cet atelier, c'est de partager avec l'ensemble des acteurs intervenants, essentiellement les structures de l'État qui ont des interventions dans la gestion des inondations, de partager avec eux leurs actions prioritaires. Déjà, c'est un partage entre acteurs de ce qu'ils font, où est-ce qu'ils le font, comment ils comptent s'y prendre et surtout d'identifier les moyens qui sont mis en œuvre. Chaque année, les inondations causent des drames sociaux. Le bilan fait état de 26 pertes en vies humaines liées aux inondations, plus de 250 000 sinistrés et 9 000 concessions inondées rien que dans la région de Dakar. Un préjudice qui pousse la tutelle à anticiper dans le sens de la prévention et la gestion des risques et conséquences des inondations en 2013. Le format de cet atelier, qui réunit pendant une journée les acteurs et techniciens du système en parfaite synergie pour réfléchir, échanger et dégager des pistes d'action pour opérationnaliser de façon efficiente les ressources dégagées par l'État, permet d'être optimiste et conforte, s'il en était besoin, tout l'espoir que le gouvernement du Sénégal, particulièrement mon département ministériel, place en cette rencontre. La tutelle se veut rassurante. Le processus de démarrage du projet de construction des 2000 logements sociaux et la sécurisation des bassins de rétention est en cours d'être finalisé.
Le Sénégal s'achemine vers l'organisation du premier salon international du business musulman les 14, 15 et 16 novembre prochains. En prélude à ce salon, un atelier de validation a été organisé pour identifier les propositions les plus pertinentes pour une meilleure vulgarisation des opportunités du business musulman au Rédiam. waaw moom mooy directeur technique Niass Mbodj Niass Apparemment une petite erreur, nous aurons probablement cette émission avant la fin de ce reportage avant la fin de cette édition. On va parler de la cérémonie de remise d'équipements matériels informatiques aux collectivités locales. L'Union européenne appuie l'agence de régulation des marchés publics. 113 collectivités locales ont bénéficié de cette assistance pour un bon fonctionnement des marchés publics. Le compte-rendu est signé à Wandiaï. L'Union européenne au service des collectivités locales. Cette cérémonie de remise de matériel informatique s'inscrit dans le cadre de l'exécution du deuxième devis programme marché public accordé par l'Union européenne. L'objectif est d'accompagner la réforme du système national des marchés publics. De par la qualité et le sérieux de l'institution que représente l'ARMP, la conformité du système des marchés publics attestée par les évaluations de l'OCDE comme un système qui répond aux standards et aux normes internationales en matière de marchés publics, les résultats obtenus font que le lien de coopération entre l'Union européenne et l'ARMP, c'est un lien qui s'inscrit dans la durée et dans la confiance. Parmi les grands chantiers de l'Agence de régulation des marchés publics pour l'année 2013, la dématérialisation occupe une place centrale. Le passage d'un système manuel à un système informatisé est un des objectifs majeurs. Nous avons la certitude que les acteurs ont bien compris d'abord les objectifs de la réforme, mais la procédure de la réforme. Maintenant, nous avons pris le pari de moderniser la phase en amont, la soumission électronique, de sorte que toute entreprise, tout soumissionnaire pourra bientôt soumissionner de manière électronique. Il n'y aura plus de paperasserie. Les collectivités locales sont confrontées à des difficultés pour mener à bien leur procédure de passation des marchés. L'Union européenne est un excellent partenaire dans le domaine de la décentralisation. Faire enregistrer les enfants de la banlieue de Dakar à l'état civil, c'est l'objectif de l'ONG Éducation et Développement de l'Enfant. Un atelier de restitution s'est tenu pour évaluer les activités et proposer des solutions à ce problème d'Amsila. L'enregistrement à la naissance est un droit fondamental de l'enfant. Pourtant, beaucoup n'en bénéficient pas, surtout dans la banlieue de Dakar. Situation qui réunit tous les acteurs concernés pour trouver une solution à ce problème. Les collectivités locales, en tant que structure de proximité, doivent faire des efforts pour non seulement s'inscrire dans une démarche de consolidation, mais également asseoir une bonne politique de sécurisation de l'état civil. Nous allons vers la mise en place d'une stratégie nationale pour l'enregistrement des enfants à la naissance. Nous allons vers un programme d'appui à la modernisation de l'état civil qui a été financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros sur 4 ans. Nous sommes en partenariat avec l'UNICEF pour la capitalisation de toutes les expériences, pour la mise en place d'un groupe sectoriel état civil, pour la mise en place d'un réseau. À l'issue de la rencontre, l'ONG Éducation et Développement de l'Enfant EDEN a présenté un rapport de restitution. Le document évalue les activités de sensibilisation menées sur le terrain depuis 2005, tout en formulant des recommandations. À l'heure de la mondialisation, il n'est pas normal que les actes d'état civil
puissent être traînés dans les bureaux comme ça. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une informatisation. C'est-à-dire de telle sorte que le citoyen qui se trouve à Podor peut avoir son papier à partir de Podor via Dakar. Cela veut dire que nous sommes à l'ère de la haute technologie. L'État, en quelque sorte, doit doter les collectivités locales des moyens au moins substantiels pour régulariser cette situation. L'état civil au Sénégal souffre de plusieurs maux, dont la persistance de la fraude, le manque de ressources humaines et de contrôle interne. Cependant, la situation est notée dans toute l'Afrique subsaharienne, où 70% ne sont pas enregistrés à leur naissance, selon les études menées sur la question. 1932-2013, cela fait plus de 80 ans que l'école Waly Diouf de Joal existe. Les fils et filles de la localité ont fêté leur première école publique. Un hommage aux acteurs et partenaires de l'éducation, une occasion saisie par les organisateurs pour magnifier les œuvres des illustres directeurs de l'école. Eric Nimadi. Ils sont jeunes, moins jeunes et même très âgés, parfois à la retraite depuis longtemps. Dans cette assemblée composée de cadres, d'ouvriers et même de chômeurs, tous ont une histoire commune. Ils ont fait leur premier pas à l'école française, ici. L'école Waly Diouf est vieille de 80 ans. En vous recevant aujourd'hui, l'école se réjouit d'accueillir des hôtes de marque. De vos premiers pas dans cet établissement jusqu'à la réussite aux plus hautes fonctions de l'État, vous faites la fierté de tout un peuple, de toute une nation. Vous êtes aujourd'hui des modèles de référence pour nos jeunes générations. Créé en 1932 sous l'appellation école préparatoire, l'établissement a été pendant des années consacré à la formation des artisans de Joal. Grâce à la qualité des enseignements, l'école a été plusieurs fois lauréate aux concours nationaux dans divers domaines. Cette flamme continue encore de briller malgré le poids de l'âge. L'école Waly Diouf est l'une des écoles qui a également fait les meilleurs résultats dans cette commune de Joal-Fadiouth. Pour dire tout simplement que de ce point de vue, en tout cas nous cheminons, mais de ce point de vue c'est vraiment une école qui porte son nom en tant que première école, mais en tant qu'également une école qui fait des résultats. Parce que jamais cette école, pendant nos 2 années d'existence, n'a manqué la moyenne globale au niveau des examens. Cette école a forgé les premiers cadres de la commune. C'est pourquoi cette école fait la fierté de notre commune. Il fait la fierté donc là des populations de Joal-Fadiouth. Des performances réalisées grâce au bon management de ces illustres directeurs. Certains ont disparu aujourd'hui. Le parrain est de ceux-là. Il a été à la fois élève, maître, et il a pu permettre à cette école d'engranger un certain nombre de prix, aussi bien au niveau national que régional. Après ces beaux témoignages sur ces valeureux serviteurs de l'école de Joal, on a procédé à la remise de diplômes d'honneur aux familles des directeurs décédés. Certains parmi eux qui vivent encore ont été immortalisés par ces parrainages de classe. Une façon pour Joal d'inscrire leur nom dans le registre de son histoire au riche patrimoine. Les fidèles catholiques ont célébré hier le Mardi Saint à travers la messe chrismale. Cette célébration correspond aussi à la fête diocésaine du sacerdoce. Monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr a dit la messe des vicaires généraux et épiscopaux de l'archidiocèse de Dakar, Philomène Constance Diagne. Ce sont des fidèles venus de toutes les paroisses du diocèse de Dakar qui ont rempli la cathédrale. Le prétexte, la célébration de la messe chrismale, durant laquelle sont bénies 3 huiles qui deviendront l'huile des malades, qui manifestera la sollicitude de l'Église et la présence de Dieu auprès des personnes qui recevront le sacrement des malades des mains des prêtres durant toute l'année. L'huile des catéchumènes, destinée à soutenir ceux qui reçoivent le baptême des mains des prêtres. Le Saint-Crème, qui servira à l'accueil des nouveaux baptisés au sacrement de la confirmation et à l'ordination des nouveaux prêtres, également durant l'année. La messe chrismale, l'une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce de l'évêque,
mais aussi l'un des signes de l'unité des prêtres avec lui. Ainsi, ce souhait inhabituel leur est adressé. Bonne fête du sacerdoce. À ce souhait, je tiens aussi à associer cette parole que vous avez l'habitude d'adresser aux autres dans votre ministère quotidien, mais que presque personne ne vous adresse. Que Dieu vous bénisse. Le cardinal n'a pas manqué de faire un rappel de ce qui doit être la mission du prêtre, et c'est avec conviction que les prêtres des doyennés du diocèse ont renouvelé leur engagement. La fête diocésaine du sacerdoce se prolonge en célébration locale dans toutes les paroisses. Elle prend fin le jeudi saint. Le programme Jéricho s'est tenu cette année à Niakhar, dans la région de Fatick. Au menu des activités de prédication, des dons et des consultations gratuites. Il est organisé par la Fraternité des Églises évangéliques du Sénégal depuis 2000. René Massiga Diouf. Partout dans l'enceinte de l'établissement qui accueille la manifestation, des groupes attendent de pouvoir participer à une activité pour bénéficier des services offerts, des besoins de base, en charge de certaines maladies dont le traitement a fini par devenir chronique. La tuberculose, c'est la tuberculose vraiment qui m'a poussé à venir ici. Ça fait combien de temps que vous la traitez? Ça fait 3 ans que je traîne cette maladie. Vraiment, ça m'a beaucoup affaibli aussi. Et maladies différentes, le palu, les problèmes gastriques, ça peut être la diarrhée, les brûlures et la tension. À coup sûr, les populations ont profité des consultations médicales pour faire leur bilan de santé. D'autres ont suivi les prédications, une sorte d'échange spirituel avec les pasteurs. Le programme Jéricho puise sa pertinence dans la réponse qu'il apporte aux besoins médico-sociaux des populations. Il en est à sa 13e édition, une activité organisée par la Fraternité des Églises évangéliques du Sénégal. Elle trouve sa source d'inspiration dans l'action d'évangélisation et le partage. L'objectif est de soutenir la population. L'Église évangélique, et selon notre Sauveur Jésus-Christ, il faut soutenir les populations. Des dons et une contribution à la reconstruction de certaines infrastructures scolaires sont également au programme. Des séances d'intercession sont aussi organisées pour, dit-on, venir en aide à des personnes censées être possédées par de mauvais esprits. Dans l'actualité nationale, ce communiqué du directeur général des élections qui rappelle aux acteurs du processus électoral que les opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections régionales, municipales et rurales du 16 mars 2014 se dérouleront du 1er avril au 10 juin 2013 sur toute l'étendue du territoire national. Il invite les responsables des partis politiques ou des coalitions de partis légalement constitués, les maires et les présidents des conseils ruraux, à désigner auprès des préfets et sous-préfets leurs représentants au niveau de ces commissions administratives conformément aux dispositions des articles L40 et R21 du Code électoral. Le Sénégal, je vous le disais, s'achemine vers l'organisation du premier salon international du business musulman les 14, 15 et 16 novembre prochains. En prélude à ce salon, un atelier de validation a été organisé pour identifier les propositions les plus pertinentes pour une meilleure vulgarisation des opportunités du business musulman au Riyad. Le monde de la finance est en train d'opérer une profonde mutation et la finance islamique à travers le business musulman halal gagne de plus en plus de parts de marché au point d'être considérée comme une alternative crédible. Et c'est en ce sens que les travaux et conclusions de cet atelier sur le business musulman sont importants pour des pays comme le Sénégal. La finance islamique est devenue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux sur lesquels nous devrons nous adosser pour répondre justement à nos besoins financiers de nos économies. Et pour ça, je pense que le salon vient à son heure. L'exigence est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous ouvrir quand même à cette opportunité-là. Cette opportunité implique un nouveau comportement, implique un changement de texte qui sera fait sans aucun doute possible. Cet atelier préparatoire du premier salon sur le business musulman veut démontrer que ce business halal est devenu une réalité financière, économique et commerciale. Et pourtant, des pays comme le Sénégal n'en profitent pas encore totalement. Paradoxalement, la finance islamique est en train de se développer
dans les pays non musulmans. Et cette finance islamique bat de l'aile dans nos pays musulmans, surtout au sud du Sahara. Je pense qu'il faut remédier à cela. Il faut également rectifier. On commence à parler beaucoup de finances islamiques, mais on parle également de cosmétiques halal, on parle de mode halal, on parle de pharmacie halal, on parle de tourisme halal, et également il y a tout cet argent du monde musulman qui cherche à s'investir dans des projets porteurs selon les principes de l'islam. Le Sénégal sera donc les 14, 15 et 16 novembre la capitale du business musulman qui va réunir investisseurs et porteurs de projets du monde musulman. Une des alternatives qui s'offre aujourd'hui à nous est sans conteste le mécanisme islamique d'organisation sociale et économique. Un tel mécanisme promeut l'éthique et la justice en mettant l'homme en face de ses responsabilités. En attendant, la réflexion se poursuit à Dakar sur les enjeux et perspectives de ce premier grand salon international du business musulman. Hors de chez nous, le 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud, la création d'une banque de développement a été annoncée par les 5 pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette institution va financer les propres besoins en infrastructure des BRICS, des besoins estimés à 4 500 milliards de dollars pour les 5 prochaines années, a annoncé le président Jacob Zuma. C'est l'image forte de ce 5e sommet des BRICS, l'union des dirigeants des 5 puissances émergentes, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud et Brésil, pour la création d'une banque de développement. Une institution pensée comme une alternative à la Banque mondiale pour financer des infrastructures et faire face à une éventuelle crise bancaire. Nous avons décidé d'ouvrir des négociations formelles pour fonder une nouvelle banque de développement menée par les BRICS, destinée à nos propres besoins en infrastructures qui sont considérables, environ 4,5 000 milliards de dollars ces 5 prochaines années. Alliance de forme, mais divergence de fond. Les BRICS se sont quittés sans s'entendre sur le financement de cette banque qui devrait être dotée de 50 milliards de dollars. La question est renvoyée au prochain sommet du G20. Autre dossier abordé, mais concrétisé cette fois, la création d'un conseil économique. Il devrait renforcer les relations commerciales entre les BRICS qui produisent le quart du PIB de la planète. Aujourd'hui, le total des échanges entre les 5 pays émergents des BRICS est de 380 milliards de dollars. L'objectif est d'atteindre 500 milliards de dollars en 2015. Bilan en demi-teinte pour ce 5e sommet des BRICS, mais avec une ligne directrice toujours plus forte au sein des pays émergents, devenir une alternative sérieuse aux puissances occidentales. Les Centrafricains vivant au Sénégal condamnent le coup d'État qui a eu lieu dans leur pays. Réunis autour du collectif Touche pas à ma constitution, ils lancent un appel à la communauté internationale. Ils exigent l'application des accords de Libreville. Mandela Yapende est le coordonnateur, le secrétaire général du collectif Touche pas à ma constitution. Il est au micro d'Oumar Balé. Conformément à l'article 19 de la Constitution, nous condamnons fermement ce coup d'État. Parce que ce coup d'État constitue une régression de la démocratie en République centrafricaine et une violation de la valeur constitutionnelle. Nous voulons tout d'abord inciter le peuple centrafricain à comprendre que ce coup d'État n'est en rien un facteur qui permettra à ce que la démocratie puisse vraiment s'installer en République centrafricaine. Nous voulons à ce que les acteurs, principalement le président de la CEAC, puissent s'investir personnellement dans ce qui se passe en République centrafricaine, notamment à veiller à ce que les accords de Libreville puissent être respectés.
Le Sénégal a célébré ce mercredi la journée mondiale de la météorologie. L'édition 2013 est axée sur le thème « Assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens ». Les populations sont invitées à accepter les informations données par la météo pour mieux prévenir les catastrophes liées au phénomène climatologique. Fatou Diouf. Le hangar des pèlerins archi-comble en cette journée météorologique mondiale. Moment privilégié pour sonner l'alerte. 2 millions de victimes, 1500 milliards de dollars de pertes économiques. Les catastrophes naturelles ont secoué le monde ces 30 dernières années. D'où l'urgence de renforcer la sensibilisation auprès des populations concernées. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation au niveau des pêcheurs pour qu'ils comprennent que ce qui se passe en mer, ce ne sont pas des fatalités, ce sont des phénomènes purement météorologiques. Et il y a des services au Sénégal qui doivent effectivement donner l'information. La journée météorologique mondiale est pour nous une occasion privilégiée de mettre en exergue le travail que les services météorologiques accomplissent 24 heures sur 24 à longueur d'année, afin de surveiller le temps et contribuer à la protection des personnes et des biens. L'ANACIM assure son rôle de veille météorologique, mais elle se heurte à la non-prise en compte de la viabilité des informations par les destinataires. Pour renverser la tendance, la tutelle prône une démarche pédagogique pour une plus grande appropriation des prévisions météorologiques. J'invite donc la direction générale de l'ANACIM et les autres services concernés, la presse, à davantage réfléchir à mettre en place un mécanisme d'alerte beaucoup plus robuste, beaucoup plus proche des populations, mais surtout de sensibilisation et d'éveil. Le gouvernement s'est engagé à soutenir l'Agence nationale de la météorologie. En disposant d'un système d'alerte précoce efficace, l'ANACIM pourra assurer pleinement sa mission de réduction du nombre de victimes et de limitation des dégâts causés par les phénomènes climatiques. Cette journée mondiale de la météorologie est pour nous l'occasion de nous intéresser à ces métiers qui tournent autour de la météo. Nous avons les prévisionnistes, les climatologues, les observateurs et les veilleurs, des métiers qui ne sont pas très connus du grand public. Nous vous proposons ce soir, on zoom sur le métier d'observateur météorologique en surface avec Aramdao. 15h50 au parc météorologique de Dakar-Yoff. Il est exactement l'heure de procéder à d'autres relevés des températures. Toutes les heures, à moins 10, l'observateur du jour veille scrupuleusement à ce rituel. Ali Timéra le fait depuis 32 ans. Là, nous avons un abri météorologique constitué de divers éléments. Là, vous avez vu des thermomètres. Là, c'est ce qu'on appelle un cyclomètre. Là, on a un thermomètre qui donne la température maximale observée au cours des 24 heures. Et là, on a un thermomètre mini qui donne la température minimale observée au cours des 24 heures. Tous les éléments de base de la météo sont observés dans ce parc. Rayonnement du soleil, humidité de l'air, pression atmosphérique et pluviométrie, entre autres. Ça, c'est un pluviomètre. Quand il pleut, avec cette éprouvette, l'éprouvette est graduée en 8 mm 2. Donc toutes les heures à H-10, on sort pour faire des relevés. Quand on relève, quand on mesure, une fois, c'est 8 mm 2, on verse. Deuxième fois, on verse et on fait l'addition. Donc quand vous entendez toujours à Dakar-Yoff, il y a tel millimètre, il faut savoir que c'est comme ça qu'on mesure la quantité d'eau tombée. Pour les températures qui sont observées toutes les heures à moins 10, elles doivent obligatoirement être répertoriées. Et ce, avant que les veilleurs ne viennent aux nouvelles, c'est-à-dire 10 minutes plus tard. La situation est telle que... Allô? Allô? Observation, oui. Depuis 14... Ouais, d'accord. Donc vous prenez 1009.9, wow, 1009.7 et présentement 1009.2. Voilà. C'est le veilleur météo qui a besoin de ces données. L'observation, première étape, la collecte des données météorologiques, des données qui seront transmises au Sénégal et bien au-delà. Actuellement, si vous allez à Paris ou à New, vous allez trouver ce message-là et bien. Donc, quand ils ont besoin, un pilote qui doit venir, il monte là-bas et il trouve les données de Dakar. Il va savoir qu'à Dakar-Yoff, le temps est bon.
la visibilité est bonne, la température est de 24 degrés. La salle d'observation de la météo fonctionne 24 heures sur 24. Les observateurs de surface comme Ali Timera ont constamment les bras sur les instruments de mesure. Pour l'intérêt général, ils ne doivent passer à côté d'aucun phénomène observable. La météo, c'est toute une science, c'est aussi un art comme le théâtre populaire et académique qui est en voie de disparition. Depuis quelques années, l'École nationale des arts ne reçoit plus de candidats. Les téléfilms communément appelés théâtre au Sénégal lui ravissent la vedette Dieyna Badia. Dans une pièce de théâtre, c'est le décor qui démultiplie l'espace. Le théâtre se joue devant un public. Or, ce que l'on regarde à travers les écrans ne répond pas à ces exigences. La formation, elle est importante. C'est ça qui détermine le professionnalisme. Quand on fait quelque chose avec professionnalisme, là, on accroche. Mais quand il y a un manque de professionnalisme dans ce qu'on fait, vraiment le public décroche. Le théâtre académique a eu son heure de gloire à une certaine époque de Sorano, mais on ne peut passer sous silence le théâtre populaire avec des troupes comme Diamono Itei et Daray Koch. Place maintenant au téléfilm. Conséquence, les Sénégalais semblent tourner le dos à l'École nationale des arts où l'on dispense pourtant des cours de théâtre. Elle est loin d'être fermée. Seulement, on n'enregistre plus de candidatures au concours de recrutement des comédiens. Donc, sans élèves, il ne peut pas y avoir de formation. Mais la formation est là, bel et bien ouverte. Aujourd'hui, le constat est clair. Les téléfilms se substituent au théâtre. Même les anciens pensionnaires de l'École nationale des arts évoluent dans ce milieu en vogue. Le cas de Ibrahim Mbaye Sopé en est une parfaite illustration, pour ne citer qu'un exemple. Ce 27 mars est célébré la journée mondiale du théâtre. Notre pays sacrifie à la tradition. C'est l'occasion pour les hommes du 4e de rappeler la nécessité de protéger les artistes. Aïssatou Traoré. Pour la journée mondiale du théâtre, le travail des artistes comédiens sera magnifié par tous. La journée mondiale du théâtre, c'est une journée qui rassemble les acteurs culturels, les comédiens, c'est pas seulement les comédiens, mais les danseurs et tout, autour de l'événement théâtre. À un moment donné, on a senti que le monde théâtral est un peu dispersé. On a voulu regrouper les hommes de théâtre autour d'une institution qui s'appelle l'ITI, l'Institut international du théâtre, qui a été créé en 1948. Et puis la journée mondiale a été instaurée en 1961 à Vienne. Donc depuis 50 ans, nous célébrons la journée mondiale du théâtre. Au Grand Théâtre, ils vont se relayer sur scène pour donner un cachet particulier à cette rencontre annuelle. Le théâtre, c'est un art qui fait appel à 4 dimensions, il faut le souligner tout de suite. C'est le lieu, le temps, l'acte et le public. Le théâtre est un art majeur qui intervient pour beaucoup dans le processus d'éducation des masses à travers ses différentes fonctions. Je crois que son impact, n'est-ce pas, sur les masses est certain et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de le soutenir, il y a lieu aussi, n'est-ce pas, d'appuyer sa pratique. Sur cette tribune d'échange et de conscientisation vont jaillir des réflexions sur le devenir du théâtre sénégalais. C'est même un plaisir de voir les jeunes venir pour faire du théâtre, mais il faut une formation. On ne peut pas faire du professionnel sans pour autant avoir une formation. À défaut de formation, nous devons encadrer les jeunes, leur donner la chance de faire des ateliers, beaucoup d'ateliers, parce qu'il y a des jeunes qui sont talentueux. Le théâtre ne nourrit certes pas son homme au Sénégal. Malgré cette donne, ils sont nombreux, jeunes comme adultes, à s'intéresser à ces disciplines artistiques et littéraires qui libèrent l'être humain et lui permettent de représenter de sa vie, même très critique. On va quitter les planches pour prendre les airs. Depuis décembre 2013, sur tous les vols long courrier d'Air France en business, les clients ont droit à des sièges améliorés. Le nouveau fauteuil de la classe affaires a été présenté au public. Amsaté. Du nouveau à bord des avions Air France. Faites connaissance avec le nouveau siège, ou plutôt, devrais-je dire, le nouveau fauteuil lit de la compagnie.
C'est un véritable fauteuil lit qui fait 2 mètres de long sur 61 cm de large. Donc ça permet à des gens d'une carrure déjà importante de pouvoir s'asseoir, s'allonger, avoir des positions de détente tout le long du vol, long courrier. Pour le transporteur, la conquête de nouvelles parts de marché de l'espace aérien passe par des innovations constantes. Les grilles tarifaires sont revisitées, les tarifs du business aussi. Nous considérons que pour un produit business, un tarif à 1,5 million n'est pas très élevé. Il est disponible. Si nous l'avons mis, c'est que nous pensons que nous pouvons nous le permettre et l'offrir à la clientèle. Il est certain que ce niveau de tarif ne peut pas être sur la totalité de la cabine. Donc pour pouvoir bénéficier de ce tarif, il faut pouvoir se réserver et acheter le billet relativement tôt. Donc vous voyez que Air France a quand même mis en place une politique tarifaire relativement souple, pouvant répondre à toutes les attentes des clients. Air France KLM invite donc ses clients à venir découvrir son nouveau produit. Une nouvelle attention à bord des cabines, la première et business, long courrier. Suite au rappel à Dieu du grand serigne de Dakar, Bassirou Diagne Marème Diop, l'Église a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Le cardinal Théodore Adrien Sarr, accompagné par une forte délégation, entretenait avec la communauté catholique une relation qui se basait sur le renforcement du dialogue islamo-chrétien d'Amsila. Partisan du dialogue islamo-chrétien, Bassirou Diagne était un ami de l'Église catholique. Le grand serigne de Dakar a toujours prôné la fraternité interreligieuse. Pour témoigner ce long compagnonnage, le cardinal Théodore Adrien Sarr s'est déplacé avec une forte délégation pour présenter ses condoléances et revenir sur les qualités du disparu. Je peux témoigner que depuis que je suis arrivé ici à Dakar, j'ai senti dans le grand serigne Bassirou Diagne quelqu'un qui aimait notre communauté et avec lequel chaque fois que je me trouvais, je me sentais tellement à l'aise. Et peu de fois, son attitude m'a rappelé que la communauté Lébou a accueilli les missionnaires quand ils sont arrivés pour la première fois. Le grand serigne de Dakar était aussi un rassembleur. Sa diplomatie était connue dans la sphère politique et sociale. Sa mission ne se limitait pas simplement à la communauté Lébou. Nous retenons vraiment de lui cette ouverture à l'autre, cette attention à l'autre et cette volonté de faire que nous tous au Sénégal, nous puissions vivre en paix. La grandeur de l'homme s'illustre encore une fois à travers cette cérémonie. Autorités religieuses et politiques étaient toutes présentes pour rendre un dernier hommage à ce digne fils du pays. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Ousmane Garifay vous retrouve avec l'émission Le Point. Oumou Baldé sera sur ce plateau pour le dernier journal. Merci de nous avoir suivis. À demain si vous le voulez bien.